Maintenant, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette journée de streaming. On va streamer, on va lire des articles, jouer à des trucs, enfin bon, on va s'occuper quoi, en gros. Ah bah je peux pas boire avec ça là. C'est du jus de on sait pas quoi. Très bien. Il est où? Il est dans les locaux au même endroit qu'il y a Backseat. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on disait? Alors j'ai mis quoi de côté comme article? Le dîner secret, parce que ça je savais pas ce que c'était que cette histoire de dîner secret, publié hier. Bon, j'ai mis mes identifiants et tout, donc on a les articles du Monde, on a les articles de Mediapart. Et on va peut-être commencer par un truc. C'est hier je suis passé dans les locaux de Mediapart. J'ai vu Edoui hier. Il était en train de travailler là-dessus, sur ce parti pris. Et on va le lire ensemble parce que moi hier je me demandais qu'est-ce qu'il a bien raconté et j'ai pas mis la bonne scène. Tac, voilà. Hop. Et je me disais qu'est-ce qu'il a bien pu raconter, Edoui. Il me disait c'est délicat, d'ailleurs ça se voit, hein, il commence comme ça. Donc ça c'est le parti pris d'Edoui Plenel qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ok? Alors, et on voit que c'est délicat parce qu'il commence comme ça. Un journal indépendant n'est pas un directeur de conscience. Dans leur diversité, ses lectrices et lecteurs n'attendent pas de lui des consignes, mais des informations. Voilà, donc il commence par dire désolé, je vais dire ce qu'il faut faire, mais je vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Des faits d'intérêt public, recoupés, sourcés, documentés, etc. Donc en gros, le boulot de Mediapart, c'est pas de vous dire quoi faire. Hein. Mais bon, moi j'aimerais bien savoir quand même qu'est-ce qu'il en pense, le Edoui. Voilà, donc lui il dit on donne des faits qui permettent aux lecteurs de se forger par eux-mêmes leur opinion, de forger leurs convictions, illustrés notamment par nos bilans de la présidence d'Emmanuel Macron et donc du candidat sortant. C'est par ce travail collectif que Mediapart honore l'utilité sociale du journalisme pendant cette élection présidentielle. Donc on commence sur des œufs. En témoignent aussi nos évaluations critiques par l'enquête, le reportage ou l'analyse de toutes les candidatures en lice, en particulier de la conformité de leurs pratiques à leurs engagements. La confiance du public dans nos informations repose sur une indépendance qui exclut tout alignement sur un esprit de parti ou sur la raison d'État, droit de savoir et liberté de dire. Droit de critiquer et de protester, liberté de se réunir et de s'organiser. Le seul camp de Mediapart est celui de la société et de ses droits fondamentaux qui préexistent aux institutions politiques et dont l'exercice conditionne la vitalité démocratique. Évidemment. Aussi, le journalisme dont se réclame son équipe est celui d'un contre-pouvoir qui s'efforce de résister aux séductions et aux corruptions des pouvoirs quels qu'ils soient, idéologiques, étatiques ou économiques. Logiquement, ce positionnement affronte le présidentialisme français, cette confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul qui, ruinant notre vie publique, fait le lit des autoritarismes et le jeu des aventuriers. À cette aune, l'élection présidentielle est un moment paradoxal qui n'est pas loin de nous mettre au supplice. Nous la chroniquons et la documentons du mieux que nous pouvons, tout en restant convaincus qu'elle est un piège. Bref, Mediapart se revendique de valeurs radicalement démocratiques, sans étiquette partisane. C'est tout comme moi, hein, pareil, hein, radicalement démocratique, sans étiquette partisane. Sauf aujourd'hui, hein, aujourd'hui on force, c'est le dernier jour de la campagne. Mélenchon for the win, ne criez pas son nom. Bref, leur socle, le socle de qui? Ah, le socle des valeurs démocratiques, c'est ça? Leur socle est la promesse infinie d'émancipation portée par l'égalité naturelle des êtres humains sans distinction de conditions, d'origine, de culture, d'appartenance, de croyance, de sexe ou de genre. Dès lors, notre journal combat résolument les idéologies meurtrières de l'inégalité qui sont au ressort des forces d'extrême droite, de leur racisme, de leur xénophobie et de leur violence. Tels sont les principes qui nous guident à la veille du premier tour d'une élection présidentielle qui ne ressemble à aucune autre. Épuisement démocratique, empuantissement idéologique et catastrophe historique en sont les trois principales caractéristiques. À l'absence de débat et de confrontation, par la dérobade d'un candidat sortant profitant des avantages de la fonction présidentielle, se sont ajoutés la démultiplication d'une extrême droite plus forte que jamais et le surgissement de la tragédie avec la guerre d'invasion de la Russie en Europe. Bon, t'as planté le décor, maintenant, est-ce qu'on peut en venir aux faits
Hein? Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant, Edoui? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, le barrage s'est révélé un passage. Tournant le dos, mais ça m'agresse hein, le micro là. Tournant le dos au mandat que lui avait confié le vote du 7 mai 2017, après qu'il eut rassemblé sur son nom seulement 18% des inscrites et inscrits au premier tour, Emmanuel Macron s'est comporté en pompier incendiaire, cautionnant l'agenda identitaire, autoritaire et sécuritaire du camp contre lequel il avait été élu. C'est assez bien formulé, je trouve. C'est assez bien formulé, c'est mesuré. C'est mesuré, ça me paraît bien. Comme Mediapart l'a largement documenté, cette présidence n'a cessé de souffler sur les braises qu'elle appelle aujourd'hui à éteindre. Résultat avec des candidats. Donc là, c'est pour dire Macron n'est pas un barrage à l'extrême droite. Résultat avec 2 candidatures déclarées, une promotion médiatique de ses obsessions et une hégémonie sur le débat public, le camp du néofascisme français est aujourd'hui au centre du jeu politique. En face, le camp du président sortant réunit dans un assemblage hétéroclite la plupart des figures, carrières politiciennes et sensibilités partisanes qui sont comptables depuis 4 décennies de cette dépression française où des gouvernants successifs ont fait crédit à l'extrême droite de poser les bonnes questions en prétendant lui opposer de bonnes réponses qui étaient autant de capitulation. Et ça, on se souvient, il dit pas 4 décennies pour rien, ça c'est une référence à, il me semble, Laurent Fabius. Laurent Fabius qui avait dit l'extrême droite pose les bonnes questions mais elle n'apporte pas les bonnes réponses. Il me semble que c'est Fabius, hein, donc ça c'était dans les années 80. C'est-à-dire comment les gouvernants successifs ont relativement cautionné ce cadrage en fait, le cadrage même de l'extrême droite. Même si c'est pas pour apporter les mêmes réponses, tu cautionnes le cadrage en disant oui c'est les bonnes questions posées, mais nous on va y répondre un petit peu autrement. Bah non, c'est pas les bonnes questions posées, c'est pas les bons enjeux qui sont mis sur la table par ce camp-là. Et là on les voit aujourd'hui, les enjeux, rapport du GIEC, machin, tout ça. Ce camp-là ne parle pas de ça. Accepter son cadrage, c'est accepter la suite quoi. Et c'est accepté de ne pas parler de nos trucs à nous. Et c'était pas Rocard, bah si tu vois j'ai un petit doute entre Rocard et Fabius. Il me semble que c'est Fabius. Fabius hein. Voilà, il me semble. Combien de temps va durer ce live? Jusqu'à ce que tu ailles voter Jean-Luc Mélenchon dimanche. Voilà. Donc, ce soi-disant camp républicain arc-bouté sur la défense d'une république conservatrice, ni démocratique ni sociale, fait le jeu et le lit de ce qu'il prétend combattre. Au-delà des convaincus, soit par la qualité du programme de l'Union populaire, soit par l'expérience du candidat dont c'est la 3e campagne, le vote pour Jean-Luc Mélenchon se nourrit de ce constat. Le candidat de gauche le mieux placé pour accéder au second tour, il a de plus réussi à rassembler autour de sa campagne quelques forces vives issues des mouvements sociaux. Donc là, il parle évidemment d'Aurélie Trouvé qui est passée dire bonjour tout à l'heure et qui apparemment s'en va dans pas longtemps parce qu'elle donne des cours aussi. Elle est prof, Aurélie Trouvé, elle n'a pas cessé de donner des cours. Je sais plus si elle est agronome, ingénieure ou économiste. Je crois que c'est un mélange de tout ça. Agroéconomique, un truc comme ça. Donc, bon, les forces des mouvements sociaux, tout ça, oui, ce vote utile ou efficace, selon la formule du candidat, n'est pas forcément de conviction, pouvant s'accompagner de divergences avec la France insoumise et son leader, notamment sur les questions démocratiques et internationales. Il entend faire barrage à l'extrême droite dès le premier tour, puisque l'expérience récente a montré qu'au second, le barrage est fragile, se lézardant par la suite. Et là, non seulement... Oui, Fabius en 84 dit l'extrême droite pose les bonnes questions mais apporte les mauvaises réponses, c'était donc ça. Donc le barrage est fragile, non seulement le barrage est fragile, si Macron passe, ça continue d'entretenir de toute façon ce climat, d'accepter le cadrage de l'extrême droite, d'accepter de faire la chasse aux islamo-gauchistes à l'université, de ne pas écouter les mouvements sociaux, de déborgner les gilets jaunes et de ne rien faire pour réformer la police, etc. Donc voilà, ce cadrage est de toute façon maintenu par Emmanuel Macron. Et le fait est que maintenant c'est encore pire puisque les chiffres sont quand même assez inquiétants pour le second tour. On est plus sur du 82% comme à l'époque où Chirac avait gagné contre le vieux Le Pen. 82% de vote pour Chirac à l'époque. Là on est sur des estimations qui sont là sur des 48, 52, 51, 49. Voilà, bon, en plus de ça il y a une chance que ça passe quoi. Même si c'est pas
Macron, enfin même si c'est pas Le Pen, de toute façon Macron, enfin bon bref, vous avez compris. Wow, je vais me réveiller un peu, mais c'est très stressant là, tout le monde autour, machin, il y a des gens qui viennent te parler, mais je suis plus tranquille chez moi là. J'aurais dû faire ça chez moi, en fait. toute proportion gardée, toute chose utile par ailleurs, toute honte bu, je ne sais plus quelle expression je voulais employer. Bon, vous êtes déjà nombreuses et nombreux, peut-être que je m'active un peu. Bon, on a dit le barrage qui se lézarde, destiné à aérer et relever notre vie publique grâce à un affrontement clair entre droite et gauche. Cette option veut éviter le désespoir d'une troisième confrontation avec l'extrême droite, après celle de 2002 et 2017, et cela d'autant plus qu'avec les colères et les ressentiments accumulés par la présidence d'Emmanuel Macron, le risque est plus grand aujourd'hui qu'hier d'un accident électoral, favorisé par l'éloignement des urnes devant ce qui sera ressenti comme une absence d'alternative. Parce que c'est ça qui est horrible, hein, c'est le côté... c'est bouché quoi, on nous annonce comment ça va se passer. Et ça, je pense que les gens ont l'impression que c'est la pire campagne, aussi pour ça. C'est-à-dire on nous annonce un second tour Le Pen-Macron depuis des mois et des mois, le truc se profile plutôt comme ça. En fait c'est désespérant de se dire ah ouais donc ça tient bien ce truc là. Il n'y a pas eu, je veux dire en 2017 il y avait 4 candidats qui se tiraient la bourre pour accéder au second tour, c'était ouvert, voilà, c'était ouvert. En 2012 c'était pareil, c'était ouvert, Sarkozy, Hollande. En 2007 pareil, Sarkozy, Royal, c'était ouvert, on savait pas ce qu'allait se passer. En 2002 on savait pas ce qu'allait se passer, c'est quand même la grosse différence. Oui, en 2002 l'extrême droite est au second tour, mais on s'y attend pas, donc il y a une campagne à peu près normale, où chacun joue sa partition, chacun fait son truc, le PS se dit qu'il va passer, et puis après il y aura un second tour PS droite, et bah c'est pas ce qu'on a eu, sauf que c'est pas du tout pareil que la campagne dans laquelle on est maintenant, où là en fait on nous dit dès le début, il y aura l'extrême droite contre la droite. Waouh, super, super. Donc l'idée là c'est en effet de donner de la force au candidat le mieux placé à gauche, et même Edoui s'y est résolu, ne serait-ce que comme il le dit, destiné voilà, pour aérer et relever notre vie publique, relever ne serait-ce que le niveau du débat, quoi, qu'on parle de trucs au débat du second tour, qu'on s'aère un peu, quoi, qu'on parle d'autre chose, même si on perd au second tour. Après on peut gagner, hein. Peut gagner, tout peut arriver, vraiment tout peut arriver. Destiné à, donc ouais ça on l'a dit, et ce d'autant plus qu'avec les colères et les ressentiments, ça on l'a dit, l'absence d'alternative, ça c'est horrible parce que ça risque aussi de disqualifier tout le système, toute la vie publique, et d'éloigner les gens des urnes, comme il le dit très bien Edoui. Les gens vont être encore plus dégoûtés, c'est dangereux parce que comme on le dit aussi dans l'épisode, dans je sais plus quel épisode, si la foi vraiment dans le système s'effondre, c'est pas l'extrême gauche qui est prête à faire la révolution derrière, hein. C'est l'extrême droite, c'est eux qui ont des armes, c'est eux qui vont nous faire un coup d'état, qui vont nous faire je sais pas quoi. Et vous savez que l'extrême droite quand elle prend le pouvoir, elle la rend pas, hein. Elle le rend pas. Regardez Orban là qui est réélu, le mec il a tous les médias, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'enlever les élections quand tu as tous les médias avec toi, que tu accordes aucun temps de parole à l'opposition. Voilà, regardez Poutine, techniquement il y a des élections. Ouais, il y a des élections. On n'a pas besoin de changer de régime et de dire on fait le fascisme, hein. On garde le même régime, sauf qu'on verrouille. Alors imaginez comment ça pourrait se passer en France. Alors j'ai même pas parlé de Donald Trump aux États-Unis et de l'attaque du Capitole à la fin du truc, hein. C'est-à-dire que c'est ces gens-là, l'extrême droite. L'extrême droite, c'est la fin probable, l'étouffement de toute la vitalité démocratique. Alors comment ça pourrait se passer en France? Bah tiens, ils l'ont annoncé, l'extrême droite. Ils veulent privatiser le service public de l'audiovisuel. C'est très très important ça. Très très important. Parce que si tu fous ça par terre, ça veut dire que derrière on peut le racheter, le service public de l'audiovisuel. Qui c'est qui va le racheter? Je sais pas, ça peut être Bernard Arnault, enfin ça peut être aussi Bolloré. Donc si tu as un système dans lequel le pouvoir s'accorde un petit peu avec tous les milliardaires qui possèdent les journaux, et ces milliardaires-là, dans ces journaux-là, on entend les mêmes voix, on entend les mêmes choses, il n'y a pas de place pour l'opposition. Tiens, j'ai vu passer sur Twitter un truc tout à l'heure là. Qui c'est qui avait relayé ça là? Putain, je sais plus. Avec un sondage... Ah oui, merde, je vais le retrouver. Putain, c'est dur hein, ce matin. Là.
oui, le matin de midi et demi. Est-ce que c'est lui? Tac tac. Non, c'est pas lui. C'était un journaliste de Libé. Ah bah ça doit être dans mes likes, non? Bah non, j'ai pas liké ça. Fatalement. Mais en tout cas, c'était un sondage. Quand on parlait de cadrage tout à l'heure, c'était. Ah voilà, Sylvain Chazot, putain, merci Cortex. Ouah, très bien. Voilà, comme ça je vais le montrer. Putain, quel génie Cortex, qui porte bien son nom, qui sait exactement ce dont je voulais parler. Bravo. Regardez ça. C'est niveau effet de cadrage, et si ces gens-là ont les médias, voilà comment on va vous présenter la réalité. La gauche est appelée extrême gauche. Déjà. L'extrême droite est appelée droite nationale. Alors après, évidemment, si vous faites une addition, machin, ça veut rien dire. Donc ça, c'est pour qui votent les enseignants. Parce que, attends, 31 plus 47 plus 28 plus 15 plus 17, il y a une erreur quelque part. Hein, parce qu'en plus, c'est des tocards. Moi, je le dis, c'est des tocards. Ensemble des électeurs, 30% pour la gauche. Ouais, très bien. Ah, là, ça rentre. Attends. Ouais, calcul mental. Ouais, ça, c'est bon. Là, ça fait 100%. Mais donc voilà, vous voyez, on va vous repeindre dans les médias, mais c'est déjà un peu le cas, hein. On va vous repeindre dans les médias la gauche comme étant l'extrême gauche, et on va vous dire que l'extrême droite c'est normal, c'est la droite nationale, c'est de la droite, voilà, c'est de la droite. Donc en gros, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça va pas être directement... En France, hein. Ça va pas être directement évidemment les trucs de nazis direct avec les grands rassemblements, Nuremberg, machin. Hein. Ça va être plus... Ils ont appris aussi, hein. C'est pour ça que Edoui parle de néofascisme. Donc ça va être ça dans les médias, vous allez étouffer, vous allez avoir que des trucs genre CNews, mais partout. Tous les médias vont se transformer en CNews, et vous la voyez la CNewsisation de tous les médias là en ce moment. Là on est en train de CNewsiser Europe 1. Qu'est-ce que j'ai vu sur RTL aussi, où je sais plus, il y avait pareil des effets de cadrage complètement fous. Ça va taper évidemment sur les musulmans à toutes les heures, sur toutes les chaînes, à toutes les sauces. Donc France Inter, il n'y aura plus France Inter. France Inter, on va le vendre. Ils l'ont dit, l'extrême droite, privatisation du service public, c'est une urgence. Bon appétit. Et donc vous allez avoir ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? On va expulser les profs islamo-gauchistes des universités assez vite. Hein, je pense qu'il y a des disciplines qui vont assez vite tomber en désuétude, comme la sociologie par exemple. Zemmour a dit, hein, à quoi ça sert la sociologie? Moi je veux, alors il le présente bien, hein, il dit moi je veux empêcher que des étudiants perdent du temps dans des filières qui n'offrent pas de débouchés professionnels, etc. Oui, donc on va niquer la sociologie aussi, et puis un certain nombre de sciences humaines vont y passer, parce que ça sert à rien, hein. On va garder que les trucs qui servent. Les historiens, ils vont être en PLS aussi, parce que qu'est-ce qu'ils vont raconter des trucs à l'université? Là, on va les chasser aussi, on fera la chasse au savoir, la chasse à l'engagement citoyen, machin, tout ça. Bon, c'est ça l'extrême droite, et en vrai, on n'en a jamais été aussi proche. Un 49-51 là, non mais c'est quoi ça? On se ressaisit les gens, hein? Alors, on vote tous hydrolienne. Et c'est bon, ça, on a chassé Le Pen. Et entre temps, après quand Jean-Luc il est président, c'est bon. On fait le ménage un petit peu dans la police. On fait des lois sur la concentration des médias pour empêcher cette bolorisation globale de tous les médias. Et voilà. Et c'est bon, c'est gagné. Alors qu'est-ce qu'il dit d'autre, Edoui? Donc, voilà, donc ça on en était là. Mais ce choix tactique pour certains et certaines se heurte aux divergences parfois stratégiques qui nourrissent la pluralité de la gauche. Il en va ainsi de la question internationale, avivée par la guerre d'invasion de la Russie contre l'Ukraine, qui désormais oblige à affronter la menace durable sur le continent européen d'un nouvel impérialisme dont l'idéologie n'a rien à envier à celle des extrêmes droites européennes, ça c'est vrai. L'absence de retour critique de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches sur ses positions passées, tant à propos de la Syrie que de l'Ukraine, complaisante à tout le moins vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine, ne peut que conforter celles et ceux qui feront le choix d'un vote clairement européen ou radicalement internationaliste. Bon, ça c'est clairement européen, c'est Jadot, radicalement internationaliste, c'est Poutou. Par le passé, la gauche a trop souffert des appels récurrents du Parti Socialiste à un vote utile en sa faveur, lui confiant une position dominante qui affaiblit ses forces et accroît, je sais pas. Ah non, qui a
affaibli ses forces et accru ses divisions pour que toutes ces sensibilités s'y résolvent aisément en faveur cette fois de la France insoumise. Sans doute des signaux ont-ils manqué pour les convaincre. Ça aussi on l'a dit dans l'émission de lundi. Mélenchon aurait pu faire davantage de gestes d'ouverture, etc. On l'a dit, gestes d'ouverture ou invitation aux convergences. D'autant que cette formation n'est pas, à elle seule, porteuse de l'enjeu écologique, dont la priorité vitale a été rappelée cette semaine par le GIEC, sur les qui ne laisse plus que 3 années à l'humanité, autant dire demain, pour inverser la tendance du dérèglement climatique. Ça c'est l'autre urgence évidemment, l'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique. Les tenants du vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon leur opposeront l'urgence et la nécessité. L'urgence de dresser un barrage efficace contre l'extrême droite afin de marquer un coup d'arrêt à son irrésistible progression et la nécessité de prendre la mesure des contraintes propres à l'élection présidentielle qui oblige à simplifier. En mode ok, j'ai des divergences mais tant pis. C'est un fait. À l'inverse de ce que permettrait une démocratie parlementaire avec un vote à la proportionnelle, l'élection phare de la Ve République ne favorise pas une expression politique plurielle et n'incite pas aux convergences de majorités d'idées. Jusqu'à la caricature, la division persistante et parfois fratricide des gauches en vue de l'échéance du 10 avril l'a amplement confirmé. Seul, bon je vais pas le faire ça tout le long, mais vous me l'avez demandé, je le fais. Toi tu streames pas encore? Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu cherches ton micro. Ah j'ai eu des super problèmes de micro aussi, c'était vachement bien. Mais il est reconnu là, il est à droite. Ça module. Ça m'a l'air d'être plus celui-là, ouais. Bah ouais. Ouais. Hein? Ah non mais moi c'était n'importe quoi tout à l'heure aussi. Mais c'est bon. On te voit, là on te voit, là on te voit. Si voilà. Ah oui bah il y avait le délai, je suis con, c'était pas un retour direct. Qu'est-ce qu'on disait? On disait Edoui tondeuse, Edoui perceuse, Edoui démocratie, Edoui barrage. Très bien. Bon il dit, en fait il dit un peu comme moi lundi. Hein. Mais bon c'est trop tard. C'est trop tard pour faire la gauche idéale qu'on voulait, mais bon, on n'a pas le temps. Seule une nouvelle république délivrée de ce césarisme bonapartiste, ainsi que le propose notamment le programme de Jean-Luc Mélenchon, donc la 6ème République, Edoui est évidemment sensible à ces thèmes-là, et il dit, bon ça au moins c'est dedans. Seule cette nouvelle République permettrait donc d'échapper à cette contrainte du vote utile, symbole d'une élection anachronique qui, sous les atours d'une République, enfante d'une monarchie élective. Nous en sommes encore loin de cette 6ème République, et c'est évidemment désespérant au point que certaines et certains refusent de voter tant ils sont lassés d'être pris dans les raies d'une élection devenue un piège, les raies, les filets, bien sûr. On peut comprendre ces abstentions sans pour autant les suivre, et du coup décider de voter, donc de choisir. Telle est l'équation de ce premier tour dont les données sont à la fois la sanction de la présidence sortante et un coup d'arrêt à la montée de l'extrême droite. À chacune et chacun d'entre nous de la résoudre entre le vote utile, et vote de conviction. Ah, il dit pas vote Jean-Luc, hein. Il dit je vous explique les bails. Maintenant vous faites votre choix. Je comprends ceux qui vont pas voter, mais ouais, je pense qu'il va voter Jean-Luc. Hein. Et que ça doit être la première fois de sa vie qu'il va voter Jean-Luc. Et que comme beaucoup de monde, il va faire ça en mode bon ça me fait pas plaisir, mais on y va. C'était long, non c'était pas long. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Mais c'est vrai que ça tortille pas mal, juste pour dire bon bah chacun fait comme il veut à la fin. Ouais mais je pense que c'était compliqué pour lui. Ah bah tiens il y a une boîte noire. Il y a une boîte noire. La boîte noire c'est Mediapart fait ça pour dire comment on a fait l'article, comment c'est bricolé et il nous dit. Ce parti pris dont je suis seul comptable reflète cependant la réflexion collective de l'équipe de Mediapart qui s'est réunie pour en débattre le 5 avril. En 2012, nous avions appelé à sanctionner au premier tour comme au second la présidence de Nicolas Sarkozy, qui déjà faisait la courte échelle à l'extrême droite. En 2017, nous avions émis le vœu d'un second tour opposant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, puis appelé à voter pour ce dernier afin de faire barrage à Marine Le Pen. D'accord, on fait retour sur les dernières positions. En général, du coup, à Mediapart, on appelle plutôt à sanctionner et à voter contre. Et en 2017, ils voulaient un Jean-Luc Macron, un Jean-Luc versus Macron. Bah ça aurait été bien. Hein.
pas d'extrême droite au second tour, un débat entre l'hypercapitaliste et Jean-Luc. Ça aurait été sympa, mais bon, voilà. Oh, et arrêtez avec le second tour, machin, le second tour, le fameux débat là où il y avait Mélenchon, où il y avait Macron. Tiens, en même temps, moi ça me ferait marrer qu'on le re-regarde, parce que j'ai beaucoup entendu, ouais, c'est de la faute de Mediapart, parce que quand il est venu à Mediapart, en fait ça a été un tournant, parce que du coup ça l'a vachement aidé, machin. Moi je suis prêt à re-regarder le truc, et vous allez pouvoir constater à quel point toute la rédac se succède pour essayer de lui tomber dessus et de le coincer. Le problème c'est qu'est-ce que tu veux coincer un mec qui raconte tout et son contraire? C'était impossible. Le gars il dit qu'il est social, il dit machin, il était incoinçable. Et il était d'autant plus incoinçable que ce qu'on peut faire maintenant c'est lui opposer un bilan. À l'époque il en a pas, il a un projet, voilà, il a un projet, c'est assez vague, il peut nous bullshiter, il nous a bullshité, il a bullshité tout le monde hein, de toute façon. Et la rédaction de Mediapart, ils ont essayé de le coincer. Hein. Non, vous voulez pas le revoir, bah vous voulez pas le revoir. Par contre, arrêtez de dire c'est grâce à Mediapart, Mediapart a fait élire Macron. Bon déjà, si on avait ce pouvoir là à Mediapart, ce serait formidable. Mais on l'a pas, et voilà. Donc, ah il y a une tortue à gauche, la tortue s'agace. Mais pourquoi il écrivait avec S apostrophe agace? Le Discord insoumis raconte ce qui aurait pu être dans... Ah il y a des objectifs et tout, faut appeler au don et tout là. La flemme. La flemme. Alors c'est quoi ça? C'est quoi le dîner secret entre Hidalgo et Hollande qui crée de vives tensions au Parti Socialiste? L'organisation d'un conclave par la maire de Paris sans le premier secrétaire du PS a des conséquences dévastatrices au sein du parti à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Alors ça c'est quand même le... Franchement il y a eu plusieurs sketchs marrants dans cette élection. Il y a évidemment la primaire populaire. Mais on est revenu dessus hier à Backseat avec Samuel Gribowski. Et puis il y a le PS, quoi. Il y a la lente agonie. Je sais plus qui a dit les partis meurent longtemps. Un parti ça crève pas comme ça. Les partis meurent longtemps. C'est exactement ça, quoi. Et on regarde et on... Bon bah ça dépend, hein. Si on aimait bien le PS, il y en a ils sont tristes hein. J'avais vu, je sais plus, à Quotidien, il y avait une vieille qui était là, moi j'ai toujours voté PS, je suis triste de voir ce que c'est devenu. Et il y en a ils sont malheureux, moi j'avoue non, pas du tout, parce que moi j'avoue quand j'ai commencé à militer, c'était déjà contre le PS, à l'époque c'était Jospin. Et quand j'ai commencé à militer, c'était avec des slogans comme... un autre monde est possible et nos vies valent plus que leurs profits. Et on rangeait le PS dans ce monde-là dont on ne voulait pas déjà. Et là aujourd'hui je vois le PS, j'ai envie de dire, on l'avait dit quoi, que ça c'était pas de la gauche et que ça fallait que ça dégage. Et que maintenant un autre monde est possible, c'est le slogan d'un gars qui est issu du PS et qui a fait sa propre écurie derrière. Et qui incarne cette gauche réformiste dont le pays a besoin pour souffler quoi, de temps en temps et pour secouer un peu les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe au PS? Du coup, c'est quoi cette histoire de réunion? Parce que déjà qu'il n'y a rien qui va, si en plus ils se prennent la tête entre eux à l'intérieur, quoi. C'est un dîner dont la digestion pourrait se révéler laborieuse, voire douloureuse. Après, on va lire le billet de Lordon aussi. Voire douloureuse pour le Parti Socialiste, depuis que le secret qui devait garantir son efficacité politique a été éventé. Mercredi 6 avril, Anne Hidalgo, la candidate du PS à l'élection présidentielle, réunissait 6 convives qui avaient beaucoup de choses à partager sur l'avenir d'un mouvement à reconstruire de fond en comble. À 20 h, dans la salle à manger de la Questure du Sénat, boulevard Saint-Michel à Paris, étaient présents autour de l'élu le président du groupe PS au Sénat, Patrick Kanner, l'ancien président de la République François Hollande, la maire de Lille, Martine Aubry, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, la maire de Nantes et directrice de campagne d'Anne Hidalgo, Johanna Roland. Donc vraiment, les gens qui comptent encore au PS, qui ont encore du poids, il y a Hollande en plus, sont tous invités. Et vous voyez bien qu'il manque quelqu'un. Il n'y a pas Olivier Faure, qui est le premier secrétaire. Pourquoi il n'y a pas Olivier Faure ? L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve aussi était convié, mais selon Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, il a fait preuve d'une sagesse, d'une intelligence et d'une retenue qui sont précieuses en ne s'y rendant pas. Si j'avais été au courant, je n'y serais pas allé, conclut-elle.
Faire une telle tambouille, est-ce le bon moment de réfléchir à tout ça? Les 6 se sont quittés vers 22h30, un peu dépités, car entre-temps l'existence de ces agapes très privées avait fuité dans la presse. Donc les agapes, c'est cette petite sauterie, ce petit repas. D'accord, alors déjà en pleine soirée, ils sont encore dedans et ça a déjà fuité dans la presse. C'était un dîner amical entre proches dans la campagne d'Anne, qui ne remet nullement en cause l'organisation du PS, soupire Patrick Caner, contacté jeudi matin. Nous avons évoqué 2 sujets, le message à faire passer au soir du premier tour et quels sont les enjeux des législatives. Il ne pouvait en dire beaucoup plus. Il ne pouvait surtout pas évoquer que l'idée d'une direction collégiale était à l'étude, prémisse de l'édification d'un nouveau mouvement social-démocrate qui dépasserait largement le PS. Malgré tout, Patrick Caner ajoute, au risque de dévoiler le véritable ordre du jour, qu'il fut quand même beaucoup question du mot rassemblement. Ah, scoop là, le PS veut faire une grande maison des gens raisonnables de la gauche bourgeoise, grande maison de la gauche bourgeoise, pour essayer de reprendre des gens parce que le label PS il fait fuir tout le monde et que c'est horrible quoi. Ils peuvent plus rien en faire quoi. Ce repas avait lieu 4 jours seulement avant un premier tour qui s'annonce historiquement catastrophique pour le PS et 2 mois avant les élections législatives qui seront cruciales pour sa survie. Vous vous souvenez au lendemain des régionales ou des municipales, surtout des municipales, enfin non mais les régionales c'est ça, hein, Carole Delga donc, qui a été reconduite, le PS ils étaient là en mode c'est bon, on nous prédisait qu'on allait tous dégager, on n'a pas dégagé. On est encore là, le PS, on va renaître de nos cendres, machin, ouais, mon cul. Et t'ajoutes à ça qu'au municipal, ils se sont quand même fait gauler, ils se sont quand même fait piquer pas mal de municipalités par Europe Écologie Les Verts. Plein de mairies qui sont passées chez Les Verts. Donc c'est quand même un petit peu tendu. Ils ont voulu y croire à un moment que mais non, c'est bon, on repart. Bah non, ça repart pas. Et cette campagne signe le fait que ça repartira pas. Ou ça repartira pas comme ça, quoi. Donc... Le premier secrétaire Olivier Faure n'était pas invité, du coup, à ces agapes, à cette sauterie. Il n'en avait même pas été informé. Au même moment, il était assis à Morlaix, dans le Finistère, à une table plus rustique, aux côtés de militants bretons. Un contraste avec le dîner sous les ors du Sénat qu'il s'est empressé de mettre en scène sur Twitter. Ah bon, il a tweeté ? Ah ouais, lui il était là. Alors qu'est-ce qu'il bouffe en Bretagne? Dîner public avec ceux qui se démènent jusqu'au bout dans le Finistère après une réunion publique à Morlaix. Ouais. Moi je suis avec les vrais militants à bouffer des trucs nuls. Non, ça a l'air bon. Enfin, on sait pas trop. Là ils ont fini donc. J'aimerais bien savoir ce qu'il y avait. J'aime pas ces présentations là avec les petites marmites là à la con. Bah ils sont dans un petit resto quoi. Ah là là, regardez-moi ces élus locaux. Les petits élus locaux. Bref, donc lui il dit bah voilà, pendant que... il a l'air content. Pendant que vous faisiez votre truc là, moi j'étais avec des vrais gens, des vrais militants du PS qui se battent jusqu'au bout et qui n'ont pas déjà enterré la campagne comme vous êtes en train de le faire, voilà. Donc, Twitter machin. Toujours au même instant, donc ce fameux soir, le porte-parole du PS, Pierre Jouvet, animait une visioconférence avec 250 candidats investis pour les législatives. Les réactions à ce dîner furent dévastatrices. Incrédulité, déception et colère. Ah ouais, et l'autre il était avec tous les candidats aux législatives. Enfin 250 quoi. Les militants s'affairent pendant que des arrangements se trament dans leur dos. Et il faut savoir que ça, au PS... Normalement, on règle les trucs dans des congrès. C'est censé être démocratique. Normalement, tous les gens qui ont leur carte au PS, on va au congrès, il y a machin, il propose sa motion, il y a l'autre, il propose sa motion, et il y en a 3-4, et ils se succèdent à la tribune. Ils sont là à dire, moi, je veux qu'on fasse ça avec le parti, voilà mon projet, votez pour ma motion, etc. etc. Et pendant ce temps-là, les autres, ils décident des trucs tout seuls dans un petit dîner. Et donc, évidemment, tout le PS est furieux. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas la tradition du PS. C'est logique. Donc, les militants s'affairent pendant que des arrangements se trament dans leur dos. Certains s'estimant trahis n'hésitent plus à annoncer qu'ils ne se battront plus pour Anne Hidalgo. Bah, en même temps, pour les résultats que ça donnait jusque-là, ça changera pas grand-chose. Hein. Exemple de témoignages qui crépitent sur les boucles internes du PS.
À quelques jours du premier tour, c'est juste nauséabond. Une façon supplémentaire de démobiliser ce qu'il reste de notre électorat et de démobiliser nos cadres. Le secret est vanté, les 6 convives se sont mis d'accord pour minimiser d'une seule voix l'événement, qui ne doit surtout pas être assimilé à une quelconque tentative de coup d'État. Dans ces cas-là, évidemment, c'est juste un dîner. Franchement, même on parlait d'autre chose, on se racontait, et toi, ta femme, comment ça va, machin, on parlait de nos gosses. Rien à voir avec un conciliabule de conspiration, vous voyez. Donc David Assouline, sénateur de Paris, membre actif de la campagne d'Anne Hidalgo, avait préparé des éléments de langage qu'il a fait tourner sur la boucle des premiers fédéraux du PS dès la fin du repas. Camarades, ne pas relayer le ton de l'article et les instrumentalisations concernant ce dîner. Notre candidate, donc lui il essaie de tenir les troupes. Notre candidate Anne Hidalgo rencontre le maximum de responsables pour parler des derniers moments de campagne, y compris avec ceux qui malheureusement ne se parlent pas entre eux. Vendredi, elle a rendez-vous avec Olivier Faure. Elle parle aussi avec Bernard Cazeneuve, qui ne pouvait pas être au dîner. Sa démarche est à l'opposé de ce que suggère l'article du Monde. Il s'agit au contraire de rassembler notre famille politique, le PS, pour poursuivre le combat ensemble. Parce que, attends, l'article... C'était ça le premier article. Et donc, un dîner secret, machin, pour dynamiter... Ah ouais, j'avoue, le ton de l'article... c'est que l'article dit clairement que le dîner avait pour but de dynamiter le Parti Socialiste, d'enterrer la vieille maison, de construire un autre truc par-dessus. Enfin bon, bref, ils étaient en train de parler de ça. L'ordre du jour de ce Yalta nocturne était double. Organiser l'après-élection en réfléchissant à un nouveau mouvement social-démocrate qui déplacerait largement le PS. Un rassemblement qui pourrait inclure dans un deuxième temps des écologistes, des communistes et des radicaux de gauche. Le second sujet de discussion devait porter sur une position commune à adopter dès le dimanche 10 avril, au soir du premier tour. Le moment et son urgence sont importants car Olivier Faure a prévu de prendre la parole afin de poser un acte fort en vue des élections législatives. Bon d'accord, ok, donc le ton de l'article, c'est il s'est passé des trucs quand même dans cette élection, dans ce dîner. C'était un dîner, oui, de conspiration. Et donc évidemment derrière, c'est qui David Assouline qui dit ne relayez pas le ton de cet article, machin. Je me suis planté, là j'ai perdu, voilà, c'est ça. Cette version officielle que propose le sénateur David Assouline, cette version officielle serait séduisante si Anne Hidalgo ne s'était pas fendue d'un SMS à Olivier Faure envoyé en catastrophe à 19h59 juste après que la nouvelle du dîner apparut dans la presse. La maire de Paris l'a informé qu'il n'était effectivement pas invité à un repas qui était sur le point de commencer, mais qu'elle était encline à le rencontrer en tête-à-tête vendredi 8 avril, une manière contrainte de renouer le dialogue. Il ne s'adresse plus la parole depuis des semaines. Les intérêts de chacun des 6 convives sont à la fois communs, ils savent que le rassemblement est vital, et divergents. Anne Hidalgo veut jouer un rôle dans la recomposition du PS après sa campagne désastreuse. François Hollande, malgré de fortes résistances à la direction du PS, veut revenir après 5 ans loin de la politique. Bah tiens, il se fait chier pépère. Carole Delga veut à la fois émerger dans un futur proche et ménager Olivier Faure afin d'avoir les mains libres, afin d'investir des députés de confiance en Occitanie. Oui, Carole Delga, donc présidente de la région Occitanie, a un petit état-major et elle veut en gros renforcer son clan. Il y a un clan de Delga et maintenant un petit peu sa propre écurie au sein même du PS. Donc elle veut conforter ses positions en plaçant ses troupes à des postes stratégiques. Dans les jours qui viennent, en sus d'une ambiance déjà tendue, le ton pourrait se durcir quand il s'agira de répartir les responsabilités de la défaite entre la candidate, le premier secrétaire et tous les autres. C'est ça aussi, c'est cette bombe qui est à ça d'exploser, c'est le score d'Anne Hidalgo. Quand le score d'Anne Hidalgo va être connu, il va falloir trouver des responsables et dire c'est de la faute d'un tel. Alors ça va être... Anne Hidalgo va en prendre plein la gueule, hein. Vous vous en doutez bien, mais il y en a qui pourraient aussi dire Olivier Faure aussi, ça dégage, tout ça... y en a qui vont peut-être dire Carole Delga, les gens qui étaient dans l'équipe, peut-être, enfin voilà, tout le monde va se faire pourrir, ils vont se pourrir entre eux, ils vont s'entre-dévorer. Donc le ton pourrait se durcir, voilà. S'ils se sont acculés, Olivier Faure peut s'avérer très déterminé, prévient Luc Broussy, président du Conseil national du PS. La guerre des roses qui devrait se déclarer après les élections législatives a pris un peu d'avance. Olivier Faure achète du temps en pariant sur le fait que personne n'osera demander sa tête avant les législatives. Au soir du premier tour, Olivier Faure a prévu de prendre la parole pour poser un acte fort du premier secrétaire. Ça, on l'a lu dans l'autre article. François Hollande annoncera peut-être qu'il sera candidat aux législatives. Allez, n'importe quoi, de toute façon, allons-y.
Anne Hidalgo est persuadée que le rassemblement ne peut se faire qu'autour d'elle. Les socialistes devront-ils choisir? Je ne sais pas. Je ne sais que guère. Bon alors moi je vais à l'atelier sculptage, là je sais plus si c'est à 14h ou à 15h. C'est à 15h? Ah bon bah on a le temps alors. On est large, bah écoute je vais faire une pause clope avant... puis je reviens, on continue à lire des articles, voilà, petit break club jus d'orange, je vais peut-être manger un truc quand même. Et on se retrouve dans 10 minutes à tout péter pour encore 1h30 à mon avis de lecture d'articles jusqu'à 15h, voilà. J'ai envie de vous laisser ça en fond d'écran. On retourne sur les articles. Bonjour tout le monde, ça stream un petit peu toute la journée. On lit des articles qu'on fait à l'ancienne, hein. Petite revue de presse à l'aube d'un second tour crépusculaire. Mais qui ne le sera pas parce que tout le monde va voter Jean-Luc, donc c'est bon, c'est plié. Bonjour tout le monde, bonjour. Et donc là on a lu le parti pris d'Edoui Plenel, on a lu l'article sur le dîner secret d'Anne Hidalgo qui fout la merde au PS, où c'est déjà la merde. Est-ce qu'il y a du nouveau là? Parce que est-ce qu'il y a Breaking News Taubira là sur Éric Zemmour espère un sursaut de mobilisation des jeunes. Eh bien, retour sur une campagne atone dans une France éprouvée par les crises. Ah bah ça peut être sympa ça. À Perpignan, Marine Le Pen conjure ses électeurs de voter pour une nouvelle ère. Parce que elle est traumatisée par ce qui s'est passé au régional la dernière fois, où on lui donnait, mais même les municipales se sont pas bien passées pour le Rassemblement National. On lui donnait des scores terribles, extraordinaires dans les sondages, et il n'y a personne qui s'est bougé le cul pour aller voter. Et donc on a vu Marine Le Pen, Jordan Bardella engueuler les électeurs du Rassemblement National, genre bougez-vous le cul, qu'est-ce que vous avez branlé. Je sais pas si je peux retrouver ça comme vidéo. Bardella, c'était surtout Bardella engueule, si je tape Bardella engueule. Bardella confirme qu'il n'y aura pas de halal et de kasher en France en cas de victoire de Marine Le Pen. Ok, on aime l'ambiance. Bardella régional peut-être si je cherche ça. Régional. Candidat au régional, rencontre avec... Moi je veux le résultat des régionales. Là oui, il est pas content. Bardella, résultat. Les sondages qui nous donnent gagnant dans certaines régions dérangent. Ah oui, parce qu'à l'époque ils étaient en mode on va gagner. Élection régionale, machin. Oh, je retrouverai pas ça. Régional, revoir le débat décisif du second tour. Entre qui et qui? C'était Bardella et... embaucher, machin. Bon, je retrouverai pas. Ah, peut-être ça, là. Oh là là, les pubs à la con, là. Craquer pour ces nouvelles tablettes. Les pubs à la con. Mais ils avaient déjà un problème de mobilisation de leur électorat, quoi. Irrésistible. Peut-être que, en fait, assez souvent, le vote Rassemblement National est pas tellement... c'est un peu un vote de contestation et des fois, t'as même la flemme d'aller contester, quoi. Il a en Ile-de-France, c'était sur BFM TV, et le RN Jordan Bardella en a profité pour appeler les électeurs à la mobilisation. En cherchant à enfermer ce débat entre, d'un côté, Valérie Pécresse qui va être réélue dimanche et une extrême gauche caricaturale qui n'a aucune chance de l'emporter, Valérie Pécresse souhaite en réalité anesthésier toute opposition. Donc moi je dis aux électeurs du Rassemblement National, c'est une élection à la proportionnelle. Plus vous voterez et ferez voter Rassemblement National dimanche, plus vous aurez des élus. Plus il y aura des fachos au conseil régional, on a compris, très bien. Bon bah c'était pas ça, on retrouvera pas les images, à moins qu'il y ait des gens qui aient trouvé ça dans le chat, je sais plus. Ah oui voilà, tiens, il y a quelqu'un qui a trouvé ça dans le chat. Est-ce que c'est ça? Déçu par son score? Voilà, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Désastre civique qui a très largement déformé la réalité électorale du pays et donne une vision trompeuse des forces politiques en présence. Qu'il me soit permis de remercier de tout mon cœur les militants qui se sont dépensés sans compter pour porter notre message d'espoir et de fraternité nationale, ainsi que tous les électeurs patriotes qui nous permettent de décrocher la deuxième place dans la plupart des régions et de pouvoir participer partout au second tour. Je les invite à ne pas se laisser influencer par les résultats du premier tour et à mobiliser leurs efforts
pour arracher les victoires dont la France a besoin au second tour. Et que vous n'aurez pas et que vous n'aurez jamais eu. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, conjure ses électeurs de voter pour une nouvelle ère. Présidentielle, toute remise en question de l'alliance avec l'Europe, comme le suggère Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, provoquerait une crise financière immédiate. Qui c'est qui nous menace comme ça? Valérie Pécresse, une dernière ligne droite à Lyon. Quand Macron se souvient du Front républicain, chronique de Solène de Royer. Les musulmans invisibles de la République, bah tiens, on parle beaucoup d'eux mais on ne les entend jamais. Loin des stigmatisations attisées surtout par l'extrême droite, ils sont nombreux à vivre leur foi sereinement, rejetant le fondamentalisme au propos d'une laïcité éclairée. Ah ça fait... ok, genre l'article pour dire il y a des gentils musulmans qui veulent bien de la laïcité qui sont Charlie. Regardez, regardez. D'accord. Quel... ça valait le coup. Comment le lobby des grandes entreprises a influencé les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Baisse des impôts de production, refonte des lycées professionnels, pouvoir d'achat. Les promesses des prétendants à l'Elysée ont pour certaines été fortement colorées par les organisations patronales. Je me demande lesquelles. Bon après, quelle surprise. Mais enfin bon, ça fait du bien de le voir écrit quoi. Les patrons s'en félicitent. On a peu parlé des entreprises dans cette campagne. Même les super profits de Total, cible idéale dans un contexte de flambée des prix du pétrole, ont suscité assez peu de réactions chez les responsables politiques. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, l'admet lui-même. On est moins attaqué qu'en 2017. L'entreprise est moins attaquée. Ce n'est pas elle qui a servi de ligne de partage des eaux. Les batailles idéologiques ont été moins clivantes que lors des 2 derniers scrutins, juge-t-il, citant la taxe à 75% sur les très hauts revenus de François Hollande en 2012 ou les 500 000 suppressions de postes de fonctionnaires de François Fillon en 2017. Une voie médiane se serait dégagée. Pour autant, les entreprises ont, comme à chaque élection, veillé à défendre au plus près leurs intérêts ces derniers mois. Le MEDEF et la Confédération des petites et moyennes entreprises, c'est la CGPME ça, mais aussi les très grandes entreprises réunies dans l'Association française des entreprises privées, l'AFEP, organisation plus discrète et moins connue du grand public mais très influente dans la sphère publique. Tous ont joué un rôle dans la fabrication et l'évolution des programmes des candidats en matière économique. C'est à l'issue d'un effort de lobbying important que les entreprises ont ainsi obtenu la promesse d'une nouvelle baisse des impôts de production. Cet ensemble de taxes et cotisations représentant plusieurs dizaines de milliards d'euros. Milliards et les différents impôts qui le composent, plus élevés en France qu'ailleurs en Europe, sont décrits comme pénalisants pour l'industrie parce qu'ils pèsent sur le chiffre d'affaires, le foncier ou la valeur ajoutée. Un argument très puissant dans le contexte post-Covid qui a remis les questions de souveraineté industrielle au cœur du débat, même si la nocivité de ces impôts pour l'industrie est débattue entre économistes. L'exécutif actuel a déjà commencé à réduire de 10 milliards par an à l'occasion du plan de relance de l'automne, machin. Il y a 5 ans, pourtant, aucun candidat n'en parlait de la baisse des impôts de production, à l'exception de François Fillon, qui l'évoquait de façon un peu vague. La priorité était à la réduction de l'impôt sur les sociétés, censé répondre à un objectif de compétitivité. Le taux a été depuis ramené de 33 à 25%. Cette année, à droite et à l'extrême droite, tous ont repris l'idée de la baisse des impôts de production dans des configurations variées. C'est aussi le cas d'Emmanuel Macron, nanani nanana. Bon d'accord, donc les organisations patronales crient victoire, elles n'avaient pas toutes les mêmes objectifs en ce début de campagne. Seule l'AFEP avait ciblé explicitement la CVAE. Qu'est-ce que c'est que ça, la CVAE? Dont elle espère la suppression dès le budget 2023. C'est quoi la CVAE? Ils ont dû le dire là. La CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est l'un des impôts les plus décriés par les entreprises qui rapporte 7 milliards d'euros par an. Donc ça, on aurait 7 milliards de moins. Très bien. Bon, l'organisation qui fuit la lumière est connue pour sa capacité à faire avancer son agenda grâce à des relais au Parlement et dans les administrations, et sa capacité à formuler des demandes qui tiennent compte des contraintes de l'État, notamment budgétaires. Certaines de ses propositions, comme les baisses de charges sur les salaires des cadres, ont séduit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Mais sentant l'Elysée peu allant, l'organisation lui a préféré la voie plus consensuelle des baisses d'impôts. Les charges sociales attendront. La FEP, comme les autres, militait aussi pour une refonte des lycées professionnels qui a été retenue par Emmanuel Macron, candidat à sa réélection. Avant la campagne, elle avait en outre... Donc ça, c'est pour foutre plus d'entreprises dans les formations professionnelles, que les formations professionnelles soient directement... voire proposent directement de la main-d'œuvre pas chère pour les entreprises, en fait, il y a aussi un peu de ça. Un seuil poussé par... Avant la campagne, elle avait en outre plaidé pour un relèvement des plafonds des donations défiscalisées. Bon, ça, c'est pas là, pour faire de l'héritage sans en avoir l'air. Le rôle du lobby patronal dans la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, un sujet très important pour ses adhérents dont près de la moitié sont des entreprises familiales, avait aussi été souligné au début du quinquennat. Ah, la refonte de l'ISF, c'est grâce à la FEP aussi. Très bien.
Selon plusieurs sources, c'est enfin l'AFEP avec le MEDEF qui est à l'origine de la correction apportée à l'une des mesures phares du projet de Valérie Pécresse, la promesse d'une augmentation de 10% des salaires inférieurs à 2,2 SMIC. Une proposition qui supposait de contraindre les entreprises. Faut pas contraindre les entreprises. Non mais ça va pas, on est où là? En URSS? Une proposition qui supposait de contraindre les entreprises à des augmentations. Bah il faut pas contraindre. Après intervention des organisations patronales, la mesure a été amendée. Et dans sa dernière version, était financée intégralement par des fonds publics. Les grandes entreprises n'ont toutefois pas gagné sur toute la ligne. Le dividende salarié promu par Emmanuel Macron inquiète ces dernières. Même si elles ont toutes des dispositions d'intéressement et de participation, elles en redoutent l'idée sous-jacente visant à conditionner la rémunération du capital à un effort financier spécifique en direction des salariés. Le message a été passé avant l'annonce du programme, en vain pour l'instant. D'accord, très bien. Bon, et ben nous voilà propre. Donc ça, c'était pour les entreprises. Alors, on va retourner sur présidentielle. Tiens, Fabien Roussel, sous la pression du vote utile pour Jean-Luc Mélenchon, ça nous intéresse, ça aussi. Qu'est-ce qui se passe chez les communistes? Hein? Taubira et Claude Alfandry. Je sais pas qui c'est Claude Alfandry. C'est qui Claude Alfandry? Oui, le billet de Lordon, vous voulez que je lise le billet de Lordon? Mais l'autre fois, j'ai regardé, il était méga long. On fait le méga long? Bon, on s'en fout, on me dira, on a le temps, hein. Claude Alfandry, haut fonctionnaire et militant communiste. Ah oui, d'accord. Il est fondateur et président d'honneur du labo de l'ESS, think tank français travaillant sur l'économie sociale et solidaire, et président honoraire du Conseil national de l'insertion par l'activité économique. Il est ancien résistant, haut fonctionnaire, militant communiste, chef d'entreprise engagé à gauche. C'est un patron de gauche, responsable de l'économie sociale et solidaire. D'accord, très bien. Lordon, vous êtes pour Lordon? Vous voulez pas qu'on parle de Roussel avant? Lordon, c'est... Tiens, il y a Host Politique qui a lancé un stream. Qu'est-ce qu'il va faire? Putain, c'est dégueulasse son truc. Hein? Oh, merci. Une crêpe waouh. Très bien. Bon. Roussel, hein, on Roussel avant et puis on fait ça après. En meeting à Lille... Après, on fera Lordon. En meeting à Lille, le candidat du PCF à l'élection présidentielle s'est démené contre les discours de vote utile, estimant qu'il nourrissait une bombe démocratique dans le pays. Pendant ce temps, le candidat LFI continue d'attirer à lui des soutiens d'autres partis. Dernière grande soirée de meeting à gauche, jeudi 7 avril. Philippe Poutou était à Toulouse, Fabien Roussel à domicile à Lille. On va essayer de regarder des images. Moi, j'aime bien regarder des images des meetings. On va écouter un petit bout de meeting à Lille. Allez, Fabien Roussel, Lille. Oui, il est chez lui à Lille. Fabien Roussel, est-ce que sur sa chaîne, il y a ses meetings? Mais c'est quoi ce bordel? Regardez-moi ça, il n'y a pas les meetings. C'est peut-être sur le compte du PCF. Donc Fabien Roussel, Lille. Lili! N'importe quoi. Meeting de Fabien Roussel, on y est. Une voiture. Et là, après, il y a une saucisse en 3D. Une saucisse, c'est Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Putain, il n'y a pas de bloc d'installer. Moi, j'aurais aimé la saucisse en 3D, mais tant pis. Pas de saucisse en 3D. Même si bien, je vais pouvoir manger ma crêpe waouh. Waouh. Ouah, c'est le turfu, là. Lutte contre l'évasion fiscale. Là, on est dans la banque, là, on fait un casse. On fait un casse avec Fabien Roussel. Et tout s'ouvre. Et on va prendre l'argent des riches pour acheter plein de saucisses pour tout le monde. Bon, c'est bon là, c'est chiant là. Oh putain, c'est chiant leur truc. Mais c'est infini. D'accord. Alors attends. Oh, ils ont mis les corons. Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Il ne leur appartient pas l'outil industriel. Les machines. Alors, attendez. Quand elle descend. Toujours un sketch. Merci. Voilà. Donc ils ont chanté des chansons le de... Nord, le Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Ça va, le volume? La France rassemblée. Waouh. Fier. Pas mal l'image là. De mes racines. Fier de nos racines. Ouais, les racines, tout ça, ouais, la nostalgie, etc. Souvenez-vous quand on était puissant avant. C'est les corons.
des mineurs de fond. Les mineurs de fond. Il n'y a pas beaucoup des mineurs de fond là. Le premier rang, c'est Ah, les élus qu'elle est locaux. belle cette terre! Arrêtez fait, de me faire braire! À me faire braire. Allez, on part un petit coup de J'ai mis un cœur qui s'emballe. Il va parler ch'ti. Fier, fier, fier de ses racines. Voilà, oui, donc la De nostalgie. nos racines, mais de toutes ces racines que nous avons en France. Ouais. Fier d'être ici. Et comme on dit, ici on a le cœur à l'ouvrage. Ça va veut le dire volume, c'est bon? ici, on connaît la valeur du travail. Mais comme beaucoup de régions industrielles, quand on est issu d'une région industrielle, eh bien on connaît la valeur du travail et il n'y a pas d'autre richesse que le travail. Voilà, La alors que les dignité- régions pas industrielles, c'est des branleurs, Le genre vote- le Sud. Le meilleur MDR. vote au premier tour, le meilleur vote au premier tour. Pour la jeunesse, pour le monde du travail, Ah, c'est et fort. pour faire reculer l'extrême droite. Ce meilleur vote, c'est celui qui vous donne de la force tout le temps et pas seulement pendant une élection. Oui, ce sont les jours heureux parce qu'on construit pour aujourd'hui et on construit pour demain. Donnez-vous de la force pour faire reculer l'extrême droite aussi. Je vois pas en quoi ça fait reculer l'extrême droite. Alors, oui, je vous fais cette confidence. Oui, Où c'est le président? Bon, ils vivent dans le monde parallèle du Parti communiste. ah, vous êtes chaud ce soir. Ça a l'air bien, hein, le monde parallèle du Parti communiste. Alors, oui, Ouais, eux, ils je crient son vous nom, fais ils se font pas engueuler, ils cette ont le droit. confidence entre nous. C'est pas mon dernier combat. C'est pas notre dernière lutte à nous. On va continuer. Et on va continuer tous ensemble. Parce que les jours heureux que nous avons écrits ensemble, nous allons les faire vivre ensemble. Et c'est pour ça que ce que nous faisons, ce que nous construisons ensemble, ce n'est que le début. C'est le début de combats, de luttes que nous continuerons de mener ensemble dans les jours, dans les mois et les années qui viennent. C'est le début d'une renaissance pour le progrès social, pour la gauche et pour la France. Oui, c'est ça que nous portons au fond. Ouais, mais là maintenant, en fait, ils parlent d'après, là. Ah oui, ils sont très très chauds. Ah, là, il y a les jeunes du PCF qui sont à fond. Tous Les jeunes, ensemble, ils tous ambiancent toute ensemble, la salle. ouais, tous Quel ensemble, gâchis, ouais, tous bah oui, parce que ensemble, c'est des ouais. énergies militantes qui, Ouais. en 2017, en 2012, étaient engagées dans la campagne pour faire gagner l'avenir en commun. Bon, je ne vais Le- pas non plus faire le programme de notre- un DGV, un discours grande vitesse. candidat, Jean-Luc Donc, Mélenchon. je vais prendre mon temps pour le dire. Non, parce que je vois des gens, on va me faire des signes en me disant attends, mais c'est pas moi qui. C'est eux là-bas. Alors, ce n'est que le début. C'est le début de combats, de luttes que nous allons continuer de mener ensemble. C'est le début d'une renaissance pour Mais je nous dis rien, tous c'est pour ça que vous et m'entendez pour pas. ceux Qu'est-ce qu'il y qui a? n'en J'écoute peuvent Fabien plus de Roussel. voir leur vie gâchée par la loi du profit. Pour tous ceux qui réclament En plus, je parle le trop fort, après je me respect, fais engueuler. l'égalité, la fraternité, celle qui nous permet de vivre ensemble dans le respect de nos différences et de nos origines. Pour toutes Black celles blanc, et ceux beurre. qui réclament leur part de bonheur, tout simplement. Ce soir, oui, c'est une étape importante. Cette élection est importante. Et oui, nous nous sommes pleinement invités dans cette campagne. Avec vous avez même squatté, originalité, avec conviction, avec du cœur et tellement de sincérité dans notre campagne et dans votre militantisme, avec les bras tellement grands ouverts pour changer le cours de l'histoire,
car nous sommes pleins. Faudrait que je mette comme ça pour qu'il y ait un bon et nous équilibre. sommes ouverts à Est-ce tous que je peux et à monter tous. mon retour? Oui, je suis Ça c'est heureux. quoi? Ça sert à Heureux quoi de les pouvoir bitognos là? écrire cette histoire Ah ouais. Ah oui avec d'accord. vous. Avec vous, les citoyens, Ah, là les je suis plus citoyennes fort que sans hein. carte politique. Là Avec je suis beaucoup vous, trop fort non? Enfin, ceux par qui rapport à sont lui. engagés, militants syndicaux, Lutte Roussel. militants républicains, et qui partageaient simplement et modestement Bah oui. cette Alors belle il y a ambition des jours heureux il y a Host cette qui a lancé un belle stream aussi, République donc à côté de que moi il y nous a chérissons Joule et Lydie. tant. Qu'est-ce Avec que vous qui faites nous vous? accompagnez depuis le début, les salariés, vous les Non, c'est jeunes bon, merci. qui rêvez Elle d'un veut monde m'étouffer avec des tellement crêpes. plus juste, tellement plus humain, tellement vous lisez plus des articles aussi? respectueux de la planète. Alors oui, tous Ah oui, ensemble, avec je les vous, connais. ceux et Ouais. celles issus de toutes les familles de la gauche. Bon, très bien, Nous ça nous stream à balle. sommes retrouvés Donc si dans vous nous cette rejoignez campagne. en Et cours dans le de route, respect de nos différences. j'en ai marre de Fabien Roussel. Ça suffit Fabien Roussel, c'est bon, t'as vu. Qu'est-ce qu'on disait? La musique d'Animal Crossing, mais j'ai pas un bon retour moi. Je vais couper la zik là, qu'est-ce qu'on se fait chier avec de la zik. Voilà. Emmanuel Macron. Donc, concentre-toi là, Usul. Qu'est-ce qu'on disait? Fabien Roussel, il m'a perdu. Voilà, on va lire l'article sur Fabien Roussel. Qui est Fabien Roussel? Non, mais on sait qui c'est Fabien Roussel. Donc voilà, il était à domicile à Lille. Nathalie Arthaud, quant à elle, sera à Rouen vendredi, même si la dynamique de vote utile dont bénéficie Jean-Luc Mélenchon complique les derniers jours de campagne. Les communistes sourient. En fait, ils sont contents d'eux, quoi. Ils ont fait leur coup. Leur candidat, maintenant, il est identifié, identifiable. On se rappelle qu'ils existent, tout ça. Un TGV renommé TGH pour Train des gens heureux, précise l'organisation, a été affrété depuis Paris en fanfare avec des blagues. Un communiste qui ferme sa gueule, c'est quoi? Un socialiste? J'ai pas raison? je gueule trop fort. Les militants présents ne faiblissent pas dans leur satisfaction de voir le parti représenté en son nom à l'élection présidentielle. Oui, c'est Cali qui va se mettre à côté, Cali Vision. Pourtant, en cette fin de campagne, la dynamique de Fabien Roussel a été stoppée dans les sondages sur fond de guerre en Ukraine, de bascule des électeurs vers le candidat de l'Union populaire aussi. Parmi les communistes eux-mêmes, la frange d'élus restée favorable à une stratégie d'union avec la France insoumise voit la situation tourner. Il y a la loyauté, c'est important, il peut même y avoir des conflits de loyauté, mais à 3 jours du scrutin, quand je vois des candidats de gauche tout faire pour qu'un candidat de gauche soit pas au second tour alors que l'extrême droite est aux portes, j'enrage, a lancé sur Twitter la députée communiste unioniste Elsa Fossillon, prenant la défense de Jean-Luc Mélenchon à l'heure où Yannick Jadot et Anne Hidalgo renforcent leurs attaques. C'est pas très sympa ça, Madame Hidalgo. À Lille, Fabien Roussel, député du Nord, donc entre en terrain conquis, on l'a vu, hein, les corons, tout ça, machin, merci, Effie Prunille. La salle, voilà, il fait chanter Quand la mer monte, je ne connais pas Quand la mer monte. La salle reprend avec les corons. Ne vous laissez jamais dire que votre vote est inutile et que vous êtes inutile. Ça n'est pas aussi ça qui nourrit le rejet de la politique ? Oui, il y a une bombe démocratique dans le pays, et la mèche est allumée, et la bombe peut exploser. J'ai pas raison ? Entame-t-il. Avant lui, Emmanuel Morel, de la gauche républicaine et socialiste, l'assure. Nous sommes à gauche, nous n'avons pas besoin de surhommes, nous avons besoin d'hommes sûrs. Oh, la formule est bien. La formule est bien. Nous n'avons pas besoin de surhommes, nous avons besoin d'hommes sûrs. L'ancien secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, venu soutenir le candidat, dit aussi... Voter pour Fabien Roussel, c'est conforter le réseau de la gauche. Ouais, c'est perdre l'élection, mais on conforte le réseau de la gauche. Ça vous dit, vous, de conforter le réseau de la gauche, c'est ça qui vous fait lever le matin? Monsieur Roussel renchérit. La présidentielle, c'est pas du billard à 3 bandes. C'est pas une question de chance, c'est une question de conviction, d'authenticité, de sincérité. Ne vous laissez pas endormir. Libérez-vous, votez pour vos idées. Quand on veut les jours heureux, on vote les jours heureux. J'ai pas raison? Voilà. Il assure aussi que tout ne s'arrêtera pas avec cette élection, qu'il perdurera. J'ai fait le choix pleinement de tracer notre sillon, de semer beaucoup, des idées, des propositions, franchement sans langue de bois. Voter pour lui, c'est donc aussi utile pour demain, pour la suite, malgré la drôle de campagne et ce président qui aimerait rester président sans être candidat, qui refuse le débat et prive les Français de confrontation démocratique. J'ai pas raison ? Dans le train de Paris, donc le train des jours heureux,
Les militants discutent des législatives, murmurent qu'il ne s'investirait personne face à certains insoumis. Quant au vote utile à l'élection présidentielle, beaucoup en ont soupé et Jean-Luc Mélenchon suscite un rejet profond chez certains d'entre eux. Même s'il est au second tour, je voterai pas pour lui. Il a fait trop de mal, s'explique Florence Raudet, camarade de la capitale, pour qui Fabien Roussel porte l'avenir du PCF. S'il n'était pas là, je sais pas s'il existerait encore. Donc s'il n'y avait pas Roussel, est-ce que le PCF existerait encore? Bien identifié, la campagne du candidat communiste s'est emparée de thèmes du quotidien, la viande, la voiture, pour en faire des marqueurs. Non mais ils abusent les communistes, parce que quand tu leur dis... les gars, la campagne saucisse, voilà quoi. Ils disent ah c'est vous qui en avez fait une campagne saucisse parce que c'est vous qui lui parlez que de ça alors qu'il avait d'autres trucs à dire. Non, tu le laisses 2 minutes, il revient dessus. Dès qu'il a un créneau, tu lui donnes la parole et il redit bien manger, la bonne viande, machin. C'est pas nous, hein. C'est pas juste nous qui forçons, c'est lui qui force là-dessus. Parce que ce qui s'est passé, c'est que t'avais, je crois que c'était chez Fabrice Letellier là. Sébastien Tellier, là. Non, comment il s'appelle, Francis Letellier de France 3 qui l'avait interrogé sur tout ça, et là il est parti sur la viande et en fait ça a tourné de ouf, ça a un peu dépassé ce à quoi il s'attendait, et à partir du moment où il a vu que ça marche, en effet les journalistes lui ont reposé la question sur la viande et tout, mais lui il en a fait des caisses parce qu'il s'est dit ça les gens impriment, et qu'est-ce qu'on va manger, hein, du quinoa? J'ai pas raison. C'est lui qui en a fait des caisses, je suis désolé, c'est pas nous, hein. Bon, vous voyez, même Le Monde le dit, hein. Le Monde dit la viande, la voiture pour en faire des marqueurs, d'où le surnom saucisse vroom vroom. C'est au-delà d'un programme comportant de nombreux points de consensus avec LFI, de la lutte contre la fraude fiscale au pouvoir d'achat. Ce crantage a pu parfois prêter le flanc aux caricatures. L'ouverture d'une enquête portant sur des soupçons d'emploi fictif après un article de Mediapart a aussi obligé le secrétaire national du parti à des justifications. Fabien Roussel a eu son heure de gloire un peu trop tôt. Il y a eu un effet de mode, un effet médiatique autour de sa campagne qui a été très bonne. Il a eu son moment, estime le politologue Rémi Lefebvre. D'ailleurs, c'est lui que je vous citais dans le OLG de lundi, là, le politologue Rémi Lefebvre, c'est le même. Mais la dynamique du vote utile chez Mélenchon l'érode, note-t-il, remarquant que le vote Roussel est un vote refuge pour les anciens électeurs socialistes et il peut être très fragile face à la machine du vote utile. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, poursuivait jeudi sa campagne dans les médias sur France 2 où il a attaqué la monarchie présidentielle et s'est projeté dans l'entre-deux tours en affirmant qu'il irait au Panthéon samedi pour l'anniversaire du droit de vote des femmes. Il sera aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Ah, c'est nous. Et à travers de longues émissions sur YouTube et Twitch. Quelques 90 réunions publiques sont organisées sur le terrain d'ici à vendredi, animées par des soutiens, ainsi qu'une campagne téléphonique et de porte-à-porte que LFI veut massive, histoire de ne pas avoir de regrets dimanche soir. À l'heure où l'écart entre Marine Le Pen, ou histoire de gagner aussi, hein, à l'heure où l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron se resserre dans les enquêtes d'opinion, les insoumis se prennent même à imaginer, face au décrochage du président sortant, un second tour Mélenchon-Le Pen. Macron ne sera peut-être pas au second tour, esquissait le député des Bouches-du-Rhône mardi sur Sud Radio. Au-delà du PCF, le vote utile pour M. Mélenchon a fait une nouvelle victime jeudi. Le mouvement Génération, intégré au pôle écologiste dont la primaire a désigné Yannick Jadot. Dans un billet de blog publié sur Mediapart, quelques 70 militants appellent à voter pour le candidat de l'Union populaire. Parce qu'un espoir existe à quelques jours du premier tour, un trou de souris qui permettrait à la gauche de se qualifier, écrivent-ils. Le mouvement a rapidement répliqué par un communiqué. Il vous est notifié par la présente la suspension de votre qualité d'adhérent au mouvement et celle de vos responsabilités internes. Alors Génération, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été fondé après 2017 par Benoît Hamon. C'était le mouvement de Benoît Hamon. Un de ses porte-paroles, c'était Thomas Porte. Thomas Porte qui est présent dans la salle, là, puisqu'il était... Oh tiens, il y a Bolchegeek qui arrive, si je ne m'abuse. Je fais coucou, il fait coucou. Voilà. Regardez, je vous le montre, il est là-bas, là. Il arrive. Voilà. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Thomas Porte, parole, exactement, très bien, bravo. Et il a été, donc, Thomas Porte, il était à Génération, puis après il est devenu porte-parole de la campagne de Sandrine Rousseau, à l'intérieur des Verts. Et quand Sandrine Rousseau a perdu, il a fait, vas-y, nique sa mère, je vais voir Jean-Luc Mélenchon. Et il est dans le Parlement de l'Union populaire. Voilà.
Et à la base, c'est quelqu'un qui est très engagé sur les questions notamment de lutte contre l'extrême droite. Je crois qu'il présidait l'observatoire de lutte de je sais pas quoi contre l'extrême droite. Quoi? Mais vous avez le droit de crier, hein. Moi je m'en fous, j'entends rien. Mais c'est parce qu'il faut habiter le... Voilà. C'est chez Acromacier de Jean Paulis, l'event. Bah oui, l'event, il est dans les locaux de... Tiens, il y a Léa qui passe là-bas. Regardez. Je sais pas, je sais même pas... Ah si, elle avait dit qu'elle passait. Hein? Moi je montre les trucs aux gens. Elle fait le signe de elle-même. C'est quoi l'event? L'event c'est Mélenchon for the win. Je sais pas comment. Je sais pas s'il y a des hashtags ou je sais pas quoi. Je crois que c'est Mélenchon second tour, hein, c'est ça? Attends, parce que c'est marqué sur mon écran d'attente. Merde, j'ai cliqué sur le mauvais truc. J'ai ouvert des mauvais machins. Ouais, Mélenchon second tour. Il y a un hashtag à côté, donc ça doit être ça. Mélenchon second tour. Nous, on est plutôt pour que Mélenchon soit au second tour. Voilà. Hashtag hydrolienne. Jean-Luc Mélenchon président, j'ai pas raison. Je crois qu'on a trouvé un nouveau gimmick pour Fabien Roussel là, en live. C'est-à-dire de prendre toutes ces phrases et de rajouter juste j'ai pas raison. Nouveau gimmick. Très bien. Bon, en plus, je pense, sincèrement, je pense que Fabien Roussel, on n'a pas fini d'en bouffer. Hein. Et ouais, c'est dans les années à venir, ça va être le roussellement permanent. Bon, il faut que je trouve la pompe à finances. On va changer d'ambiance. On va changer d'ambiance avec le dernier billet de Fredo. Fredo le rigolo. Avec ses billets où il va traiter tout le monde de porc. Ça me rappelle le Lordonotron. Alors, est-ce que vous vous souvenez du Lordonotron? C'était... regardez, je vais vous retrouver ça. Ça, c'est goldé, c'est de l'archive. C'est vieux, hein. C'était... Voilà, j'ai retrouvé. C'était en quelle année? C'était en 2018. Voilà, on avait fait le Lordonotron avec Bolchegeek et copains du web. L'idée, c'était d'écrire des phrases, un générateur de pamphlets à la Lordon. Il faudrait en être rendu au dernier degré de la stupidité pour supposer que les acteurs institutionnels, comme des poules d'eau devant des poignées de porte, ne se constituent pas en rempart ahuri face à ce qu'ils appellent déjà, j'avais mis etc. Donc l'idée c'était de faire du faux style de Lordon, mais vous allez voir que c'est exactement ça dans la suite. Bolchegeek qui en a fait aussi une très bien, qui me répond « Il suffit à quiconque disposant d'un neurone fonctionnel d'observer que le marché n'est in fine et en dernière analyse que la réalisation des obsessions des sycophantes monétaires. Pour en être rendu à l'énoncé suivant, les hamsters ne chient pas dans leur roue, dont acte. » Et franchement, c'est pas trop bien, ça ressemble pas trop. Copain du web qui surenchérit, qui remet... Enfin, je veux dire, il faudrait être le dernier des libéraux Kakoshim BA pour ne pas accepter l'idée qu'il fut possible qu'un tant soit peu de jugeote traversât l'esprit du pauvre bougre travailleur au moment d'exhaler son dernier souffle décide de lui cracher au cul. Et le dernier truc, c'est... Ah nous, il y a toujours le dernier stade, le stade ultime, le machin, je crois que dernier degré. Moi, j'utilise dernier degré. Copain du web, il dit le dernier des libéraux, vous voyez, il y a toujours un truc avec le dernier. Et donc la dernière, c'est les voici rendus au stade ultime du panurgisme eurolâtre, pataugeant dans la sottise aussi gaiement que les porcs se roulent dans leurs propres excréments, porcs dont ils partagent sans le savoir le funeste destin. Pour eux aussi, ce sera l'abattoir et l'on fera une belle fête. Voilà. Donc, vous allez, si vous connaissez le style de Lordon, vous ne pouvez qu'admettre que le pastiche est crédible. Et là, vous allez voir le vrai Lordon qui, pour le coup, repart sur un truc sur les porcs. Là, c'est Lordon lui-même qui joue au Lordonotron. Je me suis rappelé de ça il y a quelques jours. Je me suis dit, mais c'est vrai que ça existe ce truc, le Lordonotron, on avait fait ça. Et alors, en plus, je sais plus qui me l'a dit. Qui m'a dit, Lordon est tombé dessus. Il a trouvé ça très drôle. Il a trouvé ça très drôle et très bien fait. On lui a montré, quelqu'un lui a montré. Donc, évidemment, ils se sont goinfrés comme des porcs. McKinsey. Le propos est entendu de la bouche d'un homme au cœur du système. On ne sait pas qui est l'homme,
mais on sait qui rapporte ces propos. C'est Jean-Dominique Merchet, économe. Bon, je vais arrêter, je ne vais pas faire cette voix tout le long, parce que je ne le fais pas si bien que ça. C'est Jean-Dominique Merchet, éditorialiste bizarre, entendre, reconnu par la corporation éditorialiste, quoique faisant souvent écart à sa ligne d'uniforme imbécilité. D'accord, ok, ça commence bien. Ici, la qualité du rapporteur rend plus difficile d'évaluer pour complotiste la véracité du propos rapporté, comme le ferait le premier Gilles Legendre venu ou le spécialiste du complotisme de France Inter. On tiendra donc pour raisonnablement assurer que, oui, comme des porcs. Donc là, il parle de McKinsey, et où Jean-Dominique Merchet a en effet balancé le truc de ils se sont goinfrés comme des porcs. On le tiendra d'autant plus que la porcherie McKinsey n'est en fait qu'une réalisation particulière de la porcherie générale qui a pour nom présentable capitalisme néolibéral. Le capitalisme néolibéral est cette forme d'organisation de la société qui a pour effet de mettre entièrement à la disposition de la jouissance d'une poignée de porcs rassemblés sous le nom présentable de le capital. Ici cependant, les choses deviennent un peu plus compliquées, notamment sous le rapport de ce qui se joue entre l'État et le capital. La vision usuelle du simple libéralisme plaçait les deux dans un rapport d'antagonisme. L'État fait prévaloir ses logiques propres, qui ne sont pas nécessairement celles du capital, parfois lui sont contradictoires. L'État institutionnalise, réglemente, légifère même, bref, je vais arrêter parce que ça va vraiment me fatiguer. L'État institutionnalise, réglemente, légifère. Mais des fois ça revient parce que quand tu lis du Lordon... Donc voilà, bon, on oppose l'État, traditionnellement on oppose l'État et le capital en disant que voilà, l'État fait valoir ses propres prérogatives, mais il institutionnalise, il réglemente, il légifère, même bref, il contrarie le capital. Le capital rêve de sa disparition, il rêve de la disparition de l'État. Le néolibéralisme est une proposition autrement subtile, dans laquelle le capital ne parvient pas à ses fins contre l'État, mais par ses voies mêmes. La société est mise à disposition par l'État qui s'est mis à disposition. Et dans la porcherie, ça jouit très fort. Vient tout de même un moment où l'on s'interroge. Parce que voilà, c'est ça, le néolibéralisme, c'est le moment... Le marché a en fait besoin d'État. Il a besoin d'un État qui organise la concurrence, qui aide parfois. Le capitalisme français a besoin de l'État français pour vendre ses merdes à l'étranger aussi, etc. Donc l'État néolibéral est un État mis au service du capital qui... Donc du coup, le projet de faire disparaître l'État, le truc très libertarien de l'extrême capitalisme, machin, a été complètement dépassé. Le néolibéralisme, l'ordolibéralisme, c'est beaucoup plus malin, en fait. Il y a toujours un État, mais plus ça va, plus on réduit ses prérogatives. Il organise le marché, certes, mais il y a sa police qui tient les mouvements sociaux. Il y a un certain nombre, tu le rabougris un petit peu, mais il est là aussi pour que ça tienne. Pour que ça tienne. Vient tout de même un moment où l'on s'interroge. Parler d'un rapport, s'il est nouveau, entre l'État et le capital, suppose logiquement deux entités distinctes. Mais que penser quand la mise à disposition tourne à l'interpénétration et que celle-ci, franchissant un seuil critique, on finit par ne plus savoir qui est quoi? Quand un banquier d'affaires devient président, quand les mêmes personnages naviguent indifféremment des postes de pouvoir économique aux postes de pouvoir politique, quand par la suite, les conflits d'intérêts se répandent comme le mildiou ou la phylloxéra, ou le phylloxéra, et désormais quand des cabinets de consulting prennent en main les politiques publiques. État, capital, étapital, ultra-néolibéralisme, les mots commencent à manquer. Et il y avait un article hier dans Le Monde sur, je ne sais pas si je le retrouverai, mais un chercheur qui racontait à quel point il y avait de toute façon une uniformité idéologique entre ces cabinets de conseil, ces gens qui font des allers-retours, la haute fonction publique, le machin, ces gens pensent avec le même cadre. Et oui, c'est ça, c'est cette interpénétration, l'étapital. Les mots peut-être, mais pas les petits noms. On connaît celui de McKinsey, la firme. La firme, c'est aussi le petit nom que s'est complaisamment donné le carteron de tête à claque en chaussures pointues qui a entouré Macron en 2017. La coïncidence, évidemment, ne doit rien au hasard. Dans l'indistinction générale, c'est aussi le même imaginaire d'une pauvreté affligeante qui circule d'un bord à l'autre. En réalité, c'est un peu davantage. La firme est, sinon le nouveau nom, du moins le nouvel état rêvé pour la société. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je vais t'embaucher après. Bon, on a le temps là, il est 14h. Ouais, mais c'était de 14h à 15h. Ah, je croyais que c'était 15h, moi.
Mais on m'a dit 15. Bah écoute, j'arrive. Ah bah merde alors. Hein. Je mange mon sandwich et tout dehors. Tu manges ton sandwich? Je mange mon sandwich, on s'installe tranquille. Ok, d'accord. Ah bah je vais bouger de stream. Bah je reviens après. Hein. Je reviens après, on finit ça après. Mais là, je bouge de stream. Je vais sur la chaîne Twitch des Bibi pour faire de la sculpture. C'est ça? Ouais. Alors, elle est où ta chaîne Twitch? Elle est C'est Ebibi Glass sur... Regarde, je suis là. Ah bah oui, je suis con. Ebibi Glass. Ah oui, il y a déjà 200 personnes dessus. Ah bah... Ou alors je fais un raid. Bah non, c'est malin ça. Vous voulez une crêpe waouh? Non merci. Elle veut refiler les crêpes waouh. Bah oui, je vais go raider et voilà. Et puis on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas dans 10 minutes, on est tranquille. Hein? On se retrouve dans 10 minutes, voilà, je mange un sandwich. Bah ouais, bah comme ça, moi je fume une clope. On retrouve Ta qui était venue et on a reperdu Ta. Ouais. On va le retrouver, qui était chaud. T'as à Bouffasse? Très bien. Bon, bah on va raider. Allez. Ça va, ils sont gentils? J'ai pas été gentil. Non, ils sont gentils le chat. Ah oui, ils sont gentils, oui, oui. Vous avez 10 minutes à faire les pauses pipi, les petites pauses café. Ouais, les petites pauses et tout. Ouais, bah non, bah je verrai. Ou alors, de toute façon, il y en a des streams là, vous êtes pas perdus, il y a plein de streams. Non, mais Jean Massier, Maudit, machin. Bon, il y a Host. Ah, le stream en commun, ça s'appelle, c'est ça le hashtag? Putain, bah je savais pas, moi, on me dit rien, moi. Hashtag le stream en commun, les gens ils mettent le hashtag. Toi, tu l'as mis, toi? On m'a dit, mais le hashtag quoi. Bah, tu l'as pas mis, toi? Si, à la fin. Ah. Le Discord insoumis. Ah, eux, ils ont pas le même hashtag. Bah, d'accord. David Guiraud, il a mis le hashtag, lui? Même pas. De toute façon, lui, David Guiraud, il se fait pas chier. Il vient, il joue juste à Elden Ring comme il ferait chez lui. Mais en parlant un peu, quoi. D'accord, bravo, David Guiraud. Bon, allez, petite pause. Je raid des bibis et puis voilà, quoi. Donc, Yorata aussi, on va sculpter des trucs. Faire un raid, comment on fait ça? Voilà, comme ça, raid et bibi. Voilà, très bien. Hop, tac. Lancer le raid. De toute façon, moi je reviens après, hein, ici, parce qu'on peut pas laisser. Je reprendrai depuis le début l'article de Lordon. On peut pas laisser l'article de Lordon comme ça en suspension, d'autant plus que c'est intéressant et qu'on peut faire des imitations rigolotes. Il y a un site de l'événement, putain, vous en savez plus que moi. Les crêpes waouh, c'est de droite. Ah ouais. Bon, bah voilà, je lance le raid. Allez, ciao, à tout à l'heure.